Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fac Ensuite. Je suis pas le meilleur détective, mais j'ai quand même réussi à inviter Aroubi pour une interview pour Fréquence 8. Comment ça va, Aroubi ? Ça va super, bon, c'est pas mon premier passage en radio, mais ça m'amuse toujours de discuter avec la radio. Pour moi, c'est assez ancien, du coup, ça me fait rigoler de passer à la radio, quoi. Eh ben nous, on vous remercie d'avoir accepté du coup l'interview pour parler du coup des réseaux sociaux, des influenceurs qui se propagent de plus en plus du coup sur TikTok, qui permet de créer de nouveaux influenceurs, mais peut-être pas toujours du bon côté. En tout cas, merci d'avoir accepté. Et on va commencer avec une question simple, c'est comment est-ce que vous avez connu TikTok ? Alors, bon, TikTok, j'ai connu il y a assez longtemps, hein, je dirais pendant le Covid, mais j'avais jamais installé. Il faut se dire en fait qu'avant l'année dernière, j'étais jamais allé sur TikTok, j'avais jamais scroll, quoi. Et c'est l'année dernière, je taffais pendant un été et de base sur Internet, moi je faisais des streams, donc sur d'autres plateformes, sur Twitch, tout ça, des vidéos sur YouTube. Et puis je me suis dit bon, je vais pas avoir le temps, je vais pas avoir mon matériel avec moi vu que je travaille cet été. Donc je vais télécharger TikTok et je vais voir ce que je peux y faire, quoi. Et du coup, vous avez découvert l'application et c'est à quel moment et comment vous avez commencé à créer du contenu ? Alors c'est assez rigolo, je me souviens même de la date exacte de la publication de ma première vidéo, le 8 juin 2023. Donc au début j'ai essayé de faire des vidéos un peu aléatoires, je regardais ce qui se faisait. J'ai voulu voir si c'était intéressant de suivre les tendances et j'ai fait ça pendant 2 mois et 2 mois pile plus tard, en 2 mois j'avais gagné une centaine d'abonnés sur TikTok, mais au final je me rendais compte que j'aimais pas trop ce que je faisais et un jour j'étais un peu saoulé. Et donc j'ai allumé ma caméra parce que je voyais souvent des vidéos des gars qui distribuaient soi-disant de l'argent dans la rue. Et sauf que j'arrivais à cramer que c'était faux. J'ai fait une petite vidéo pour en discuter en montrant 2-3 détails à gauche, à droite. Et ça a marché instantanément. C'était ma première vidéo qui fonctionnait sur TikTok. Et donc voilà, quoi, j'ai suivi ma trame, quoi. Donc c'est à partir de là que vous avez commencé à créer le contenu que vous faites actuellement. Donc de dénoncer certaines arnaques et personnes qui mentent sur les réseaux sociaux, c'est bien ça ? C'est ça. Après, je le vois pas personnellement comme de la dénonciation. Je fais ce qui m'amuse et je me dis bon, ça reste d'intérêt public. J'essaie de faire en sorte que mes vidéos soient plus ou moins d'intérêt public. Et vous pensez que ça allait marcher, autant en tout cas ? Non, absolument pas. Le premier coup où j'en ai parlé, en fait, je pensais que j'allais sortir une vidéo qui allait faire 300 vues comme d'habitude. Et bien de façon assez surprenante, elle en a fait 100 000. Du coup, je me suis dit, ah tiens, il y a peut-être un truc. Et donc c'est à partir de là que du coup vous avez continué petit à petit les enquêtes de plus en plus importantes. Vous avez du coup fait plusieurs enquêtes sur différents créateurs au fil du temps. Je peux peut-être citer Katakuri Live, Ophenia, Cheveux Gris ou encore Ethan Berebi. Est-ce que ce genre d'enquête vous a posé des problèmes ? Alors, personnellement et légalement, absolument aucun. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont ce mot procès, il va avoir des problèmes, justice, etc., etc. D'ailleurs, je suis en plein dedans, là, encore une influenceuse qui passe ses journées à me menacer, à en faire des vidéos et des stories. Mais concrètement, non, je n'ai jamais rien eu. Et au besoin, je me suis quand même rendu disponible si un jour justice devait avoir à me rendre des comptes. Eh bien, je me suis rendu assez disponible, oui, pour répondre à la moindre question. Et comme je l'ai déjà expliqué, j'espère et j'attends vraiment le jour où je pourrai me présenter devant la justice. Parce que c'est ce que j'arrête pas de dire dans mes vidéos. Je ne peux dire que 15 à 20% de tout ce que je sais et tout ce que j'ai trouvé. Vos enquêtes ont fait énormément écho. On en a entendu parler même récemment sur la télévision BFM Télé par rapport à l'enquête Ophenia. Et ma question était simple, c'est pour trouver des choses aussi importantes, quelles sont les différentes étapes pour faire une enquête à la Aroubi ? Alors, en fait, ça va être hyper abstrait ce que je vais expliquer. Mais en fait, quand j'ai commencé mes vidéos, la toute première vidéo, elle a fonctionné. Les gens, ce qu'ils ont soulevé, qui revenait souvent, c'était que j'avais un sens du détail assez impressionnant. Sauf que du coup, à ce moment-là, j'ai percuté que mon sens de l'attention, ma logique, ma déduction, je pensais que tout le monde pensait de la même façon que moi à ce moment-là.
Et en fait, c'est exactement le même procédé pour chaque enquête. Je regarde quelque chose et à partir de tout ce que je vois, je fouine. Juste, il faut se dire que je m'infiltre jamais dans la vie privée, si vous voulez. Je scrolle, je regarde à travers les réseaux, je prends que de la donnée publique. Et à chaque fois que j'ai un petit détail qui me tique dans l'esprit, je me le mets de côté dans ma tête et je le garde pour le connecter à autre chose à un autre moment. Et à la fin, j'arrive à faire plein de liens logiques et à retrouver des chemins qui m'emmènent à des déductions avec des résultats assez impressionnants parfois, oui. Et c'est grâce à votre incroyable déduction que vous arrivez souvent à rechercher aussi bien les détails du coup concernant les influenceurs. Mon autre question, c'est que dans vos enquêtes, vous arrivez souvent à faire en sorte de tourner la situation, quoi qu'il arrive, à votre avantage. Par exemple, si la personne répond oui ou non à une certaine accusation, c'est-à-dire que soit il fait quelque chose, soit il fait autre chose, mais dans les deux cas, c'est extrêmement grave ce qu'il fait. Comment vous arrivez à réussir à coincer justement les gens grâce à vos déductions? Je vois chaque enquête comme un jeu d'échecs à grande échelle. C'est pour ça que j'en fais plusieurs vidéos. Donc c'est le principe d'action-réaction. Et vu que c'est un jeu, je dirais que ça s'assimile à un jeu d'échecs. Donc on recentre le jeu sur le roi adverse et le but, c'est de l'isoler pour plus qu'il ait d'opposition et le mettre en échec et mat. Quand j'arrive à bloquer la personne entre un oui ou un non, qui l'emmènerait, s'il dit oui, il reconnaît quelque chose, s'il dit non, il reconnaît autre chose. Dans les deux cas, il est coincé. Ça s'assimile beaucoup à un échec et mat. Et ce genre d'idées, en général, bon, elles me viennent pas comme ça parce que c'est pas quelque chose qu'on peut facilement imaginer. C'est vraiment quand j'ai pas d'idée, quand je suis un peu à court, je me dis bon, la personne elle veut pas reconnaître, et bien je sors dehors, je vais marcher. Et puis j'ai une idée qui vient, qui m'éclaire la tête et je me dis ah mais j'ai juste à faire ça comme ça. Et ça m'apparaît naturellement en fait. Et il y a d'autres TikTokers et YouTubeurs qui ont partagé votre travail. Est-ce que vous vous y attendez? Plus ou moins, parce que c'est bon, ça m'embête de le dire, mais ce que je fais, c'est un peu dans la culture du drama sur Internet. Même si j'essaie vraiment de m'en extirper, je refuse que mes vidéos soient associées à de simples vidéos drama où on réacte à tel ou tel contenu. C'est vraiment de la recherche, des trucs poussifs, mais étant donné que ça fait beaucoup parler, oui, ça m'étonne absolument pas que certains reprennent mes vidéos, oui. Vous essayez plusieurs formats tels que le short sur TikTok, enfin la version plutôt un peu longue de plusieurs minutes sur TikTok, la version plus, on va dire, rectangulaire sur YouTube, aussi le format live, à la fois sur TikTok et sur les autres plateformes. Est-ce que pour vous, tâter un peu le terrain sur plusieurs formats de vidéos, plusieurs formes de vidéos, ça vous amuse? Est-ce qu'aussi c'est intéressant pour avoir l'interaction pour le public? Hum, oui, dire que ça m'amuse, c'est le cas, mais c'est plus ou moins ludique. Je fais jamais quelque chose que je n'aime pas. J'ai des périodes, les périodes où j'ai fait le plus de vues sur Internet, je me suis arrêté d'un coup sec. Beaucoup de gens n'ont pas compris, même d'autres créateurs de contenu qui me suivent, qui me demandaient des explications, pourquoi t'arrêtes? Et c'est parce que je réfléchis énormément et je fais que ce qui marche suivant mes convictions. Ça veut dire que si faire quelque chose ne me plaît pas, eh ben, je ne le fais pas. Donc même si j'ai des lives qui peuvent monter à 3000 viewers, eh ben, si à ce moment-là je me sens pas de live parce que ben, j'ai rien à dire d'utile ou rien à faire d'intéressant, eh ben, je vais pas le faire. Et c'est pareil pour YouTube, pour TikTok, peu importe le réseau, je ferai jamais quelque chose qui ne me plaît pas. C'est vrai, dans une de vos dernières vidéos, vous avez dit que vous n'aimez pas perdre. Est-ce que vous Oui. pouvez en dire plus sur ce côté-là? Alors, sur le fait de ne pas aimer perdre. C'est pire que pas aimer perdre, c'est que je ne supporte pas ça. Je pars du principe que je ne perds pas. Bon, même, ça pourrait m'arriver de perdre, certes, mais une défaite, comment dire, c'est pas une erreur. Quand je dis une défaite, c'est, par exemple, quand j'arrive pas à terme d'une enquête, quand j'arrive pas à faire quelque chose jusqu'au bout, c'est quelque chose qui me tend énormément si les choses n'ont pas changé, parce que je me dis, là, j'ai pas réussi, c'est comme si j'avais fait quelque chose pour rien. Faire des erreurs, c'est une chose, et pour le coup, pour l'instant, j'en ai encore jamais fait. Et ensuite, oui, perdre, ça en est une autre. Se perdre, c'est vraiment... je suis pas arrivé à changer la donne, et c'est quelque chose pour moi qui est pareil. Enfin, je peux pas réaliser que ce soit possible. Dans votre format YouTube Scroll, vous avez du coup créé tout un nouveau concept de vidéo hebdomadaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors, scroll, je dirais que c'est une vision encore plus, comment on appelle ça, extérieure de tout ce que je fais, parce que bon, je fais mes enquêtes sur TikTok, c'est bien, c'est très centré, c'est vraiment un concept propre, faire une enquête, documenter, discuter, bien animer ça. Et derrière, il y a scroll, c'est plus comme je sais pas si les auditeurs vont savoir à peu près comment ça se déroule un manga, quoi, une aventure, on suit un personnage, bon, comme dans tout bon film ou de bonne série, quoi. Et au final, les scrolls que je fais sur YouTube, c'est un peu mes aventures sur Internet. C'est tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je fais, tout ce que je trouve, je le documente sous ce format-là, un peu plus monté, un peu plus personnel, un peu plus travaillé, j'aime beaucoup. Vous avez eu une approche assez importante qui peut concerner beaucoup de monde. C'était sur la protection à la fois de l'enfant et la protection aussi de la femme, quand vous avez parlé notamment de Katakuri Live. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce côté-là? Alors, niveau protection de l'enfance, donc ouais, cheveux gris et même bon, la communauté de Ophénia et tout ça, il faut savoir, bon voilà, je sors de famille d'accueil. Dans ma jeunesse, j'ai pu voir, observer ce qui était des tortionnaires d'enfants. Donc, dès que je vois quelque chose qui touche plus ou moins à l'enfance, j'ai du mal. Dernièrement, j'ai vu une phrase que j'ai trouvée assez intéressante d'ailleurs, c'est en grandissant, on devient celui qui aurait pu nous protéger quand on était jeune. Eh bien, je pense que c'est peut-être un peu vrai sur ce principe. Après, pour ce qui est protection de la femme avec Katakuri Live, non pas que c'est pas la protection de la femme qui m'intéresse là-dedans, c'est moi, une fois de plus, je pouvais ramener ça au principe de l'enfance, étant donné la viralité de ses actions. Il est virulent, c'est quelqu'un qui est très virulent sur les réseaux en propageant facilement tout ce qui est violence faite aux femmes, nanani, nanana. Mais sur les réseaux, en fait, sur TikTok, c'est vraiment une communauté très jeune qui est là. Je me suis dit que des jeunes qui évoluaient avec une mentalité comme lui l'a proposé, ça allait faire un carnage dans le futur. Vous avez aussi dénoncé l'influenceuse Ophénia par rapport au harcèlement scolaire, qu'elle s'amuserait plus en fait à trouver plus le côté pécunier de cette alerte, plutôt que une vraie dénonciation et une vraie prise de position. Alors, oui, mais c'est pas quelque chose qui se référence seulement à elle. C'est il y a 2-3 ans, Mastu avait fait une musique où il expliquait que les influenceurs n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être, qu'ils défendaient des causes pour l'image et pour l'argent. Et Ophénia, avec le harcèlement, c'est un concept qui est très monétisé, mais c'est pas la seule. Il y a beaucoup de concepts sur les réseaux sociaux, même l'année qui est passée, que ce soit en rapport à l'enfance, que ce soit en rapport aux violences féminines et tout ça, j'ai vu beaucoup de comptes naître d'influenceurs qui ont grandi en défendant des causes pareilles, mais qui au final se sont mis à profondément les monétiser. Bon, certes, je peux comprendre que derrière il y ait du revenu, etc. Ça, je ne crache pas, mais c'est quand on commence pour moi à développer un marché, nanani, nanana, à profiter de cette visibilité pour justement y avoir un gain personnel. Je trouve ça assez particulier parce que pour moi, quand on défend une cause ou un principe, on s'attend à rien gagner, mis à part que cette cause ou ce principe, eh bien, il évolue quoi, pour lui donner un maximum de visibilité et de puissance au concept, et pas seulement monétaire. Et concernant du coup l'influenceuse Ophénia, elle a été signalée par la justice, à la justice par la Miviludes. Est-ce que vous pensez que votre travail a aidé à cela? Alors oui, absolument. Même ironiquement, en fait, ça me fait rigoler parce que je vous avoue, bon, les médias en ce moment-là, ils en parlent beaucoup là. Ophénia au niveau d'Internet, c'est the sujet quoi. En fait, ce qui me fait beaucoup sourire, c'est que maintenant, bon, la Miviludes y est, ils ont signalé à la justice, donc les dérives sectaires et tout ça. Mais la première fois que le mot dérive sectaire a été énoncé par rapport à Ophénia, du coup, c'est moi qui l'ai fait. C'était mi-octobre, début novembre de l'année dernière, je sais plus. C'était il y a tout juste un an, il y a pile un an. Et en fait, au moment où j'ai dit ça, beaucoup de personnes trouvaient que j'allais loin sur le principe. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé à fouiner, donc je savais. Et c'était mal passé quand j'avais essayé de le faire comprendre. Mais petit à petit, bon, l'opinion publique a plus ou moins commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose de très particulier derrière tout ça.
Maintenant que la justice ait été saisie, j'attends là les quelques jours. Je suis vraiment curieux de savoir s'ils vont engager un procès. Parce que voilà, c'est un déclenchement d'article 40, donc la de organisme gouvernemental. Quand ils déclenchent un article 40, c'est qu'ils ont des éléments pouvant amener à des procédures pénales à l'encontre d'une personne. Et étant donné que c'est Amélie qui fait ça, donc c'est sur ce qui est la partie des risques sectaires. Donc maintenant, ce qui va se passer, je peux pas vous le dire. Je suis très curieux, même si je connais beaucoup d'éléments qu'ils ont dans leurs mains, parce que voilà, je vais pas m'en cacher. Il y a beaucoup de choses que j'ai fournies moi aussi, hein, des choses que j'ai pu voir et trouver que je vais même pas vous dire à vote tellement je sais pas, je ne sais pas comment ils vont réagir au parquet de Paris quand ils vont avoir tous ces éléments à main. Mais oui, ça, bien sûr que oui, ça a influé, mais je suis pas le seul. Il faut se dire que moi, il y a quelques mois, c'est un sujet, j'en étais fatigué, j'avais un peu relâché à ce niveau-là, quoi. Et mais des gens avec qui je m'étais associé, exemple le collectif MEER, j'ai longuement collaboré avec eux à leur fournir pas mal de choses. Donc oui, aujourd'hui, je sais que je suis plus ou moins impliqué dans ce truc par rapport aux FENIA. Et faut faire très attention aux dérives sectaires. Il y avait déjà aussi le cas un peu avant que Maxella avait dénoncé, c'était le cas de Pierre Orca. Donc les influenceurs qui peuvent en profiter pour faire des dérives sectaires, faut vraiment en parler, c'est important. Oui, absolument. D'ailleurs, le cas de Maxella et Pierre Orca, il y a vraiment des similitudes hein, quand on voit dans le comportement et dans le détournement du discours des médias, du gouvernement, etc. Il y a des similitudes qui sont super intéressantes entre tous les influenceurs dans leur façon d'agir, quoi. C'est ça, c'est vraiment important du coup de faire attention et regarder les signes. Et ben on va se terminer par une dernière petite question, c'est quelle est la suite qui est prévue pour Arubi sur les réseaux sociaux? Eh bien, écoutez, je peux même pas vous y répondre sincèrement parce que moi-même, je ne sais pas trop. Quand j'ai commencé, ça m'amusait un peu de secouer le monde de l'influence à droite, à gauche. Actuellement, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour et que je suis quand même pas mal bloqué par des limites, on va dire, monétaires, parce que TikTok, certaines personnes peuvent payer des services vis-à-vis de TikTok pour éviter des ennuis. Et cet aspect-là, à part faire des grosses secousses médiatiques, je vois pas encore comment y pallier. Et puis voilà, en termes de partie ludique, ce que je disais au départ, tout ce que je fais, il faut que ce soit ludique. Actuellement, ça m'amuse plus vraiment parce que je sais ce que je peux faire et donc voilà quoi, j'y trouve pas un grand amusement quoi. D'accord. Mais vous allez quand même rester sur les réseaux sociaux, notamment à faire votre contenu sur TikTok et YouTube. Oui, absolument. Mais de quoi sera fait le futur, je peux pas vous le dire. Ok, donc il y a des chances que ça change complètement. Même pas, parce que les enquêtes, c'est quand même l'essence de ce qui se passe dans ma tête. Fouiner, chercher, découvrir les choses. C'est l'essence même de mon comportement, je dirais. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Je vais continuer les enquêtes. C'est juste, il va falloir que je trouve de nouveaux sujets, de nouvelles zones de recherche. Mais ça, on le comprend complètement. Et merci Arubi d'être passé sur Fréquence 8. C'était un véritable plaisir de pouvoir parler de tout ce pan important des réseaux sociaux et des influenceurs à travers vous pour cette interview. Et puis on invite bien sûr nos auditeurs à aller voir votre contenu, Arubi, AROUBY, sur TikTok et YouTube pour voir votre contenu. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup à vous aussi. Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8.